Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h20 sur Radio Classique. Comment se porte le secteur de l'hôtellerie à Paris 6 mois après les attentats du 13 novembre? Bonjour Jean-Bernard Falco. Bonjour. Vous êtes président fondateur de la société de gestion hôtelière Paris Inn Group, propriétaire d'une trentaine d'hôtels, 4 et 5 étoiles. Vous êtes par ailleurs à la tête de l'association pour un hébergement et un tourisme professionnel. Quel bilan faites-vous 6 mois après ces attaques terribles qui ont frappé la capitale? L'activité est très difficile, bien évidemment. Postérieurement, très avant, l'année 2015 a été très compliquée, bien sûr. Déjà après les attentats Charlie Hebdo. 7 et 9 janvier 2015. Et puis, l'attaque gigantesque du 13 novembre. Donc, effectivement, on a vécu 2 mois très, très, très difficiles. Et puis, on a senti petit à petit, quand même, les touristes revenir dans la capitale et dans le pays. Et d'ailleurs, les chiffres ADP démontrent à l'évidence, à la fin du premier trimestre 2016 versus 2015, une progression de 2%. Donc, c'est quand même plutôt positif. ADP, Aéroport de Paris, pour aéroport, Aéroport touristique, de Paris. Effectivement. Oui, donc c'est quand même plutôt positif. Et on voit en revanche que la typologie de clientèle qui arrive aujourd'hui et de touristes n'est plus tout à fait la même que celle avant les attentats. Donc certaines catégories d'hôtels et certains de nos confrères sont très très touchés, bien sûr. Mais l'impact de la baisse d'activité de l'hôtellerie à Paris est plutôt aller chercher ailleurs que sur le phénomène attentat en tant que tel de façon isolée. Quel autre facteur joue alors? La concurrence déloyale des plateformes de location d'hébergement entre particuliers notamment. Et puis une conjoncture évidemment aussi très difficile globale. Ça, on va en parler dans un instant. Juste sur la clientèle qui vient encore et celle qui ne vient plus ou qui vient moins. Ce sont quoi, les touristes étrangers notamment quoi, chinois, japonais qui ont encore du mal à revenir à Paris? Voilà, c'est ça. Alors d'abord japonais, parce que la clientèle japonaise est la clientèle dans le monde la plus sensible à la sécurité. Et pourquoi? C'est comme ça, c'est ancré dans leur culture et dans la façon de vivre et dans leur expérience de séjour. Et Japan Airlines a cloué les avions au sol pendant des semaines, voire des mois. Ça vient juste de reprendre. Donc on voit que c'est un peu compliqué. Les États-Unis, par exemple, la clientèle corporate business américaine, certaines compagnies ont des contrats d'assurance. Les contrats d'assurance interdisent, entre guillemets, aux hommes d'affaires de se déplacer dans des pays qui vont décréter l'état d'urgence ou l'état d'alerte, ce qui est notre cas. Donc plus il est prolongé, évidemment, plus ça devient difficile. Ça n'empêche pas les touristes loisirs et moins d'hommes d'affaires. Mais c'est quand même assez symptomatique. Et puis enfin les Chinois, vous avez raison, qui venaient en masse et finalement viennent aujourd'hui beaucoup moins au regard de cet état d'alerte et de cet état d'urgence qu'on comprend néanmoins bien sûr, mais l'impact est quand même assez puissant. L'état d'urgence qui est prolongé jusqu'à la fin du Tour de France, donc pour assurer la sécurité des visiteurs qui viennent aussi pour voir cette compétition. Vous sentez un report par ailleurs, un choix, une préférence désormais pour des capitales comme Berlin, Rome, Madrid par rapport à Paris de la part des touristes? Non, pas nécessairement, pas particulièrement. Pour ces clientèles-là, oui. Pour les autres, non, parce que je crois que la chance extraordinaire que nous avons, c'est d'avoir un pays comme la France. C'est un véritable trésor national et la richesse de notre capitale culturelle et puis la beauté de nos différents musées et autres accueils de la population fait que et toutes les actions qui sont menées également par la mairie de Paris font que globalement quand même les gens viennent à Paris et on ressent effectivement peut-être un transfert de clientèle dans certaines autres capitales un peu concurrentes, mais fort heureusement pas trop quand même. Mais vous regrettez pas le discours quand même très anxiogène qui est tenu par les pouvoirs publics à juste titre en partie depuis les attentats du 13 novembre en France? Oui, bien sûr. C'est malheureux. Je crois qu'il y a eu un changement, on l'a remarqué dans le discours. On a matraqué postérieurement au 13 novembre et c'était normal et c'était évident bien sûr. L'état de guerre, l'état d'urgence, l'état d'alerte, etc. Aujourd'hui, nos hommes politiques font les efforts pédagogiques nécessaires auprès de tout acteur pour faire très attention à ce type de sémantique bien sûr parce que on crée, vous l'avez dit, un climat anxiogène et ça c'est évidemment pas favorable aux touristes ou aux hommes d'affaires qui veulent venir dans Paris pour leur séjour. On va parler de la concurrence pour le secteur de l'hôtellerie, de ces plateformes de location d'appartements entre particuliers via Internet avec évidemment Airbnb, Paris étant la première
offre aujourd'hui pour Airbnb en termes de location d'appartements. Récemment, la législation s'est durcie dans plusieurs grandes capitales européennes, à Berlin notamment, où est interdit depuis début mai la location de l'ensemble d'un appartement sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 euros. Où est-ce qu'on en est à Paris en termes de législation dans ce domaine? Là, on n'a pas de législation locale, on a une législation nationale. Cette législation nationale, elle existe déjà depuis de nombreuses années, et particulièrement, elle a été renforcée il y a 2 ans dans le cadre de la loi Allure. Je ne suis pas de ceux qui disent « Ich bin ein Berliner ». Et pour autant, ça pourrait être sympathique, globalement, d'interdire complètement, finalement, l'activité d'Airbnb dans la ville. Il faut quoi, l'encadrer, la rendre transparente? Voilà. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est faire respecter la loi. Respecter la loi et faire respecter la loi. Et quand on est un acteur sociétalement responsable, on doit se doter des outils nécessaires et être le plus transparent possible pour faire respecter la loi. Elle est claire, vous m'avez posé la question. Lorsque vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous pouvez la louer pendant 4 mois dans l'année, de façon extrêmement claire, sans aucune difficulté. La problématique, elle n'est pas trop là. Aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, c'est la première ville pour Airbnb, 60 000 annonces, je crois, selon eux, et on recense environ 100 000 annonces de location d'hébergement entre particuliers. Pour votre information, il y a 80 000 chambres d'hôtel. Donc vous avez, dans un secteur d'activité, on parle de concurrence déloyale, 80 000 chambres d'hôtel à gauche, et vous avez 100 000 particuliers qui louent à droite, et qui finalement, pour une partie d'entre eux, fait le même métier. Alors, on veut nous faire croire que finalement, 90% de ces 100 000 respectent la loi. La vérité, par des sondages, par des enquêtes que nous avons menées sur le terrain, et nous parlons de Paris et pas de la France, démontre à l'évidence que c'est plutôt 2/3 des gens qui pratiquent en fait la location comme de la semi-industrialisation. Donc des professionnels d'Airbnb, finalement. Des professionnels de la location d'hébergement entre particuliers. Et qu'est-ce qu'il faut faire contre eux alors? D'abord, faire en sorte de leur demander d'avoir plus de transparence et de mettre en place, encore une fois, les outils nécessaires. La virulence avec laquelle les dirigeants des différentes plateformes d'hébergement entre particuliers a été opérée ces derniers jours, postérieurement à la loi au Sénat, de gauche et de droite, tout le monde étant d'accord sur le sujet, démontre à l'évidence la puissance des intérêts, symptomatique de la puissance des intérêts de ces différentes plateformes, bien évidemment. Alors, on veut nous faire croire que ces acteurs sont les apôtres de la défense absolue de l'économie du partage numérique et collaborative. Enfin, il n'y a plus vraiment de collaboratif quand on fait de l'hôtellerie ou de la semi-hôtellerie. En réalité, ils défendent un juste business. Il y a pas de difficulté par rapport à ça. Et on n'a pas de problème, nous autres hôteliers. On veut nous faire croire qu'en fait, on est contre et qu'on protège nos propres intérêts. Pas du tout. On dit simplement, respectons les mêmes règles du jeu. La loi, elle existe. Aujourd'hui, au Sénat, il est dit qu'effectivement, il faut aller s'enregistrer à la mairie lorsqu'on fait cette activité-là. Alors, arrêtons le complexe de supériorité, élevons le débat. On nous dit qu'on va faire la queue dans les mairies et que ça va être moins simple de louer son appartement. On est juste en 2016. On est au mois de mai en 2016. Ça va faire plaisir aux maires de Bordeaux, de Toulouse, de Strasbourg, de Nantes, de Rennes, de Lille, de Nice ou de Paris, de Madame Hidalgo, de s'entendre dire qu'effectivement les gens vont venir faire la queue dans leur mairie. Quand on est un champion du monde du numérique et d'une location d'une plateforme d'hébergement et qu'on se revendique en tant qu'hôtel, on va juste leur expliquer qu'en 2 minutes, vous pouvez vous enregistrer. Et ça existe déjà. Vous savez qu'en France, lorsque vous louez en province un gîte, vous devez vous enregistrer à la mairie. Je suis pas convaincu que ça fasse beaucoup de mal. Donc, je crois que tout le monde a tout intérêt à jouer en transparence pour justement éliminer toute la base de fraudeurs qu'il peut y avoir à l'intérieur des clients qui font notre métier. Le message est passé. Merci Jean-Bernard Falco. Je rappelle donc que vous êtes le président du groupe Société de gestion hôtelière Paris Inn, groupe avec une trentaine d'hôtels, donc 4 et 5 étoiles dans la capitale. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Merci beaucoup. Bonne journée.